Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le président François Mitterrand, avant de quitter ce monde, a révélé un grand secret au monde. Voilà, il a dit ceci. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment, oui. Ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partager sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Cette phrase est citée dans un livre à la fin. Ce livre, qui est très très important, très connu, même en Chine, mais il est écrit par un Français. Il est presque un témoin de cette guerre. Et aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir comme invité sur notre plateau. Voilà, Monsieur Frédéric Pierre Routy. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Vous avez écrit un livre, il s'appelle Le piège américain. Voilà, c'est en version chinoise. Beaucoup de Chinois ont déjà lu parce que vous avez raconté une histoire incroyable. Vous avez été arrêté par la justice américaine sous un prétexte incroyable pour un crime que vous n'avez jamais commis et vous avez été condamné à 2 ans de prison et à la fin, vous êtes sorti enfin et vous avez écrit ce livre qui a révélé tellement de choses que je crois qu'aujourd'hui vous pouvez raconter à nos téléspectateurs. Alors, ma première question est un peu peut-être personnelle, c'est-à-dire, comment vous ressentez-vous ces 2 ans de prison pour un crime que vous n'avez pas commis? J'ai passé plus de 20 ans dans une société qui s'appelle Alstom. Alors Alstom, c'est pas n'importe quelle société en France. Alstom, c'est une société très stratégique qui a été détenue pendant très longtemps par l'État, oui, et qui fabrique. Nous fabriquions des trains, des TGV, des métros, et aussi toutes les centrales de production d'électricité, donc les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques. Et donc nous avons coopéré beaucoup avec la Chine. Par exemple, nous avons fabriqué des turbines pour le barrage des Trois Gorges. Nous avons fabriqué les turbines pour les premières centrales nucléaires chinoises dans le Guangdong, etc. Vous avez été failli nommer le directeur d'une société mixte entre la Chine et les... Voilà, la stratégie d'Alstom en 2011-2012 était sur la partie énergie, de se rapprocher de nos concurrents chinois de Shanghai Electric, et donc ma division a été choisie comme la division phare pour tester cette coopération. Donc je suis arrivé à Singapour en 2012 avec ma famille et j'ai négocié avec nos amis chinois cette société commune. Je voyageais très régulièrement aux États-Unis, à peu près tous les 3 mois, parce que j'avais à peu près 700 personnes là-bas à diriger. Et donc lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Kennedy en avril 2013, lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, j'avais un comité d'accueil qui m'attendait avec des personnes du FBI qui m'ont menotté à la sortie de l'avion et qui m'ont emmené au siège du FBI à Manhattan pour voir un procureur du ministère de la Justice américain. Et là, ce procureur m'a dit la chose suivante. Alstom est sous enquête du ministère de la Justice américain pour des affaires de corruption un peu partout dans le monde. Votre société a décidé depuis plus de 3 ans de ne pas coopérer avec le ministère de la Justice américain. Donc nous avons perdu patience. Notre but est de mettre en prison le PDG du groupe. Vous-même, nous accusons d'avoir participé à des affaires de corruption qu'Alstom a mis en place 10 ans plus tôt pour un projet en Indonésie. En Indonésie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Non, mais à l'époque, il y avait une filiale aux États-Unis d'Alstom qui avait participé à l'offre en Indonésie. Donc c'est sur cette base-là qu'ils avaient juridiction. Et donc ils m'ont dit on ne souhaite pas que vous appeliez votre ambassade, on ne souhaite pas que vous appeliez votre consulat, on ne souhaite pas que vous appeliez votre entreprise. Et à demi-mot, ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient que je joue la taupe, l'informateur à l'intérieur de l'entreprise. Pour en fait espionner l'entreprise de l'intérieur.
Alors à partir du moment où j'ai refusé, où j'ai appelé mon entreprise, où j'ai appelé le consulat, ils m'ont envoyé directement dans une prison de haute sécurité. Et ils ont refusé surtout que je sois libéré sous caution. Vous savez, aux États-Unis, vous payez de l'argent et vous êtes libéré sous caution. Même, surtout quand ce n'est pas un crime dangereux pour la société. En plus, mais même quand c'est un crime dangereux, vous avez beaucoup d'exemples de crimes de sang pour lesquels les gens sont libérés sous caution. Pour faire pression sur vous. Voilà, Bernard Madoff, qui avait détourné 50 milliards, a été libéré sous caution pendant plusieurs semaines. Mais là, moi, ils ont refusé ma libération sous caution. Sous prétexte que, étant français, et la France n'extradant pas ses ressortissants, s'ils me libéraient sous caution, je peux peut-être prendre un avion pour retourner en France, même s'ils me mettaient dans un appartement avec des gardes, avec un bracelet électronique au pied et qui me prenaient mon passeport. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment le cauchemar parce qu'on vous met dans une prison de haute sécurité. Donc là, il y a 4 niveaux de sécurité dans les prisons américaines et on me met directement au plus haut niveau de sécurité. Comme si vous avez été un terroriste, comme si vous avez été un assassin très dangereux, c'est incroyable. Voilà. Et on vous met dans des conditions très compliquées parce que ces prisons, ce sont des prisons privées déjà. Privées. Comment peut-on mettre des gens dans une prison privée, privatisée? C'est-à-dire le profit devient le but le plus important de ces prisons. Alors beaucoup de ces prisons américaines, en fait, sont détenues par des sociétés privées. Donc ces sociétés privées embauchent des gardiens et en fait tout le reste des activités à l'intérieur de la prison, le nettoyage, la préparation des repas, la maintenance, tout ça est fait par les prisonniers en fait. Ce sont les prisonniers qui travaillent et qui font toute la maintenance de la prison et vous devez payer à peu près pour tout, quoi. Vous devez payer pour avoir votre bol d'eau, pour avoir vos sandales pour aller à la douche, vous devez payer pour tout, quoi. Donc il faut que vous avez écrit, quand vous regardez la télévision, il n'y a que d'images. Voilà. Si vous voulez avoir le son, il faut payer. Voilà, il faut payer exactement. Donc, et même là, dans cette prison-là, il n'y avait même pas d'eau courante pour boire. Donc il nous amenait tous les jours un grand bac de glaçons et chacun prenait les glaçons dans sa coupe, dans son bol et mettait de l'eau bouillante dessus pour faire fondre les glaçons pour pouvoir boire. Et quand il n'y avait plus de glaçons, il n'y avait plus d'eau. Ça s'appelle le droit de l'homme, c'est difficile à imaginer. Oui. Et comment avez-vous sorti alors au final ? Alors, après quelques semaines dans cette prison, en fait, j'ai revu le procureur et ils vous font une proposition. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le nom de justice, mais tout ça, ce n'est qu'une négociation. Et donc, ils vous font la proposition suivante. Ils vous disent, voilà, vous avez 2 choix. Soit vous restez dans cette prison jusqu'au jour de votre procès, et on va vous donner les pièces que nous avons collectées contre le groupe Alstom. À l'époque, ils avaient collecté 1,5 million de pièces. Oui. Et mon avocat m'a dit que ne serait-ce que pour étudier ces 1,5 million de pièces, il faudrait à peu près 3 ans. C'est-à-dire 3 ans en prison? Voilà, et donc pendant ces 3 ans, vous restez en prison de haute sécurité, et ça coûtera entre 5 et 10 millions de dollars de frais d'avocat, ne serait-ce que pour étudier les documents. Vous avez cet argent? Je n'avais pas cet argent du tout. Donc, mais c'est la proposition qu'ils vous font. Donc c'est soit ça et vous allez au procès, et si vous allez au procès, nous allons prendre 12 personnes dans la rue qui ne connaissent pas grand-chose aux affaires commerciales et on va leur expliquer qu'une entreprise française a fait de la corruption contre une entreprise américaine pour gagner un contrat en Indonésie il y a 10 ans. Vous avez peu de chances de gagner de toute façon un procès. Et si vous perdez ce procès, votre peine de prison sera calculée en fonction du profit réalisé par l'entreprise sur ces projets incriminés, même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel, ce qui était bien sûr mon cas, j'étais un simple employé. Vous n'avez pas embauché un centime? Non. Mais ils m'ont dit, voilà, si vous allez au procès et que vous perdez votre procès, ça sera une peine de prison entre 15 et 19 ans de prison. C'est soit ça, soit vous plaidez coupable, sans même regarder vraiment les documents, les preuves que vous avez contre vous. Et si vous plaidez coupable, on vous promet que vous sortirez au bout de 6 mois de prison. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire, soit vous êtes ultra riche, vous pouvez payer des avocats pour dire c'est 1,5 million de pièces, soit vous êtes reconnu coupable même sans faire rien. C'est pour ça que les statistiques américaines sont extrêmement parlantes.
sur 100 personnes mises en examen Oui. aux États-Unis, vous en avez 90 qui plaident coupables. Que ce soit, peu importe le type de crime, que ce soit des affaires de drogue ou des affaires comme celle-ci économiques, les peines de prison sont tellement démesurées si vous décidez de plaider non coupable et d'aller jusqu'au procès, que les personnes, de toute façon, préfèrent plaider coupable et pour diminuer de manière drastique leur peine de prison. Donc sur 100 personnes, vous avez 90 qui plaident coupables. Et sur les 10 qui ne plaident pas coupables, qui osent défier les procureurs pour aller jusqu'au procès, vous en avez 8,5 qui perdent. Donc vous avez un ratio entre, à partir du moment où vous êtes unis, vous avez 98,5% de chances de finir en prison, de toute façon. Donc ce sont des statistiques complètement disproportionnées. C'est incroyable. À l'extérieur, on ne peut pas imaginer ce qui se passe comme ça en prison. C'est-à-dire, une fois que la justice vous saisit, vous êtes déjà perdu. Pratiquement. Vous avez très très peu de chances d'éviter la prison. Ces statistiques sont extrêmement parlantes et on retrouve ça à peu près, comme je le disais, pour tout type de crime. Moi j'ai été dans plusieurs prisons et à chaque fois, il y a très très peu de prisonniers osaient défier les procureurs pour aller jusqu'au procès. Et les quelques-uns qui l'ont fait sont retrouvés avec des peines de prison extrêmement lourdes derrière, beaucoup plus lourdes que s'ils avaient simplement négocié et signé un plaidé coupable. Et cette affaire, il accuse Alstom, mais vous êtes un employé d'Alstom et vous n'avez commis aucune... Alors, d'après le ministère de la Justice américain, j'ai commis un crime parce que dans le concept de la justice américaine, à partir du moment où vous êtes un employé et que ils ont le concept de l'autruche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise signe un contrat de consultant pour gagner un contrat, il décide que vous devez savoir ce que le consultant va faire avec son argent. Donc, en fait, ils m'ont accusé d'avoir eu connaissance que Alstom avait utilisé des consultants pour payer des pots de vin. Ce qui est vrai, Alstom avait payé des pots de vin. Donc, sur cette base-là, en fait, ils peuvent mettre en examen beaucoup d'employés qui ont simplement la connaissance de ce qui est fait à l'intérieur de l'entreprise, même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Presque la moitié des employés d'Alstom, s'ils connaissaient cette histoire, peut être condamnée alors. Beaucoup en tous les cas. Mais là, en fait, le but n'était pas spécialement de me condamner. Le but était de faire la pression en m'arrêtant sur le PDG d'Alstom, en lui faisant comprendre que s'il ne commençait pas à négocier avec le département de la justice américaine, ça sera lui. Le prochain, ça sera lui. Et donc j'ai été utilisé pour faire peur au PDG du groupe, pour qu'il coopère avec la justice américaine et éventuellement, au bout du compte, qu'il vende l'entreprise à notre concurrent américain. Oui, et à un prix très profitable pour les Américains. Les conditions ont été profitables, bien sûr, aux Américains, mais c'est surtout le gros problème, c'est que nous avons perdu notre souveraineté industrielle dans un domaine stratégique, parce que Alstom fabriquait et maintenait toutes les turbines de toutes les centrales nucléaires françaises. Je vous rappelle que sous De Gaulle, la stratégie de la France en matière de production d'électricité était le tout nucléaire, parce que nous n'avions pas de pétrole, nous n'avions pas de gaz, etc. Donc 75% de l'électricité en France est produite par nos centrales nucléaires, le reste par des centrales hydrauliques. Donc là, en perdant la main sur Alstom, nous avons perdu un instrument de souveraineté industrielle. Maintenant, c'est une société américaine, General Electric, qui fait la maintenance de toutes nos centrales nucléaires. Tout. Toutes les turbines, toute la partie turbine. Donc, lorsqu'il y a eu cette affaire Alstom, vous avez eu l'ancien ministre de l'économie et des finances, M. Montebourg, qui s'était fermement opposé à ce rachat d'Alstom par General Electric et qui avait même mis en place un décret pour protéger les entreprises françaises dans les domaines stratégiques. Malheureusement, ce décret n'a pas été appliqué dans le cas d'Alstom. Et donc, Alstom a été vendu et les conséquences sont dramatiques, à la fois, comme je l'ai expliqué, sur notre souveraineté industrielle, mais aussi d'un point de vue social. Parce que l'une des promesses de General Electric à l'époque pour convaincre le gouvernement français de vendre
Alstom à General Electric, était la promesse de créer 1000 emplois en France en Et maintenant, il 2014. supprime 1000 emplois. Et en fait, ces 1000 emplois n'ont pas été créés, et en fait, ils suppriment 1000 emplois. Donc maintenant, vous avez un énorme problème social dans l'est de la France, à Belfort, qui est l'usine historique d'Alstom, où toute la ville vit en fait de cette activité. Ce que vous révélez dans votre livre, c'est que toutes les affaires, si on passe, même qui n'a rien à voir avec les États-Unis, même les États-Unis n'est pas en concurrence avec vous, mais si vous passez quelques mails sur le sol américain, si vous utilisez le dollar pour régler les affaires, les Américains peuvent jeter un coup d'œil et peuvent surtout utiliser la loi contre vous. Voilà, la loi est devenue une arme massive dans la guerre économique mondiale. C'est incroyable, comment peut-on accepter ça? Alors, les États-Unis, chacun joue sa carte, et les États-Unis jouent de très bonnes cartes. Donc, ils ont décrété, notamment sur cette loi en 1998, qu'elle deviendrait extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquerait plus qu'aux sociétés américaines, mais à l'ensemble des sociétés, à partir du moment où il y aura un rattachement même minime avec le territoire américain. Et donc, c'est vrai que comme les États-Unis contrôlent les tuyaux financiers via le système SWIFT et le système du dollar, et ensuite ils contrôlent aussi les tuyaux de l'Internet via les GAFA, ils utilisent ces deux tuyaux, si vous voulez, pour en fait rattacher toute transaction commerciale avec le territoire américain, et donc décréter que toutes ces transactions commerciales, en fait, sont sous jurisprudence, sous juridiction américaine, par exemple. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai passé pas mal de temps en prison, notamment à étudier tous les cas des entreprises qui avaient été condamnées dans le cadre de cette loi, mais aussi d'autres lois. Et lorsque vous faites cette étude, vous vous rendez compte effectivement, ces lois sont appliquées principalement à des entreprises non américaines, et notamment européennes. Tous les grands pays européens qui avaient des industries fortes, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suède, la Norvège, tous ces pays-là ont eu leurs entreprises qui ont payé des amendes colossales au Trésor américain pour enfreinte à cette loi anticorruption américaine. Mais le problème, c'est comment peut-on accepter ça? Si tout le monde n'accepte pas, surtout les gouvernements. Bien sûr. Alors, il faut réagir. Alors, certains pays réagissent. Après le cas Alstom, la France a commencé à réagir. Nous avons décrété une nouvelle loi anticorruption française, qui est plutôt une loi défensive, pour protéger les entreprises françaises. Les Anglais ont fait la même chose, parce que les États-Unis ont aussi mis une amende très importante à une société anglaise en 2008, British Aerospace, et donc les Anglais aussi ont créé leur propre loi anticorruption pour protéger leurs entreprises. Mais voilà, nous sommes dans une guerre permanente, des nouvelles lois sont décrétées tous les ans. L'année dernière, les États-Unis ont décrété une nouvelle loi qui s'appelle le Cloud Act. Cette année, le Premier ministre français a demandé à un député français d'écrire un rapport pour voir comment nous allions contrer cette nouvelle loi américaine qui s'applique aussi aux entreprises françaises. Bon, j'ai fait partie du panel qui est des experts qui donnait ces recommandations dans le cadre de cette demande. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à chaque instant. Et après sorti votre livre, est-ce que vous pensez que la société française regarde les États-Unis d'une autre façon, commence à changer un peu? Oui, je pense que parce que il y a quand même, comme il y avait plutôt une bonne presse internationale, les gens n'avaient pas peut-être vu le piège dans lequel les États-Unis nous avaient mis en place. Donc on le voit en France, maintenant il y a vraiment beaucoup de réactions autour de ça, et il y a dans l'opinion publique, vous avez l'opinion publique a compris ce qui se passait. A compris. Je pense, en tous les cas, on le voit de plus en plus, oui. Et le moment où il est sorti, la presse française l'accueille d'une façon positive Oui, il y a eu une très grande presse autour de la sortie du livre en janvier. Il y a eu 3 pages dans Le Monde, il y a eu des articles dans Le Figaro, Les Échos. J'ai été invité dans les grandes émissions télé et radio à l'époque. Donc oui, il y a eu une grande presse autour de la sortie du livre, et ce qui a fait aussi
le succès du livre et qui a fait aussi, je pense, participer à la prise de conscience générale. Donc cette guerre permanente, cette guerre économique entre les États-Unis et la France, maintenant devenue une guerre ouverte, alors. Tout le monde le connaît, alors. En fait, je pense que nous sommes arrivés dans la première vraie guerre mondiale. Et cette première vraie guerre mondiale, elle est économique. Première vraie guerre mondiale économique. Et là, parce que vous avez tous les acteurs. Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez les pays européens, et tout le monde se fait la guerre actuellement. Il n'y a pas d'amis là-dedans. On l'a vu, les États-Unis ont au début principalement ciblé les entreprises européennes, françaises, anglaises, allemandes. Ensuite, ils ont ciblé les entreprises russes, et comme vous l'avez vu, grâce à d'autres lois, comme la loi pour l'enfreinte des embargos américains, ils ont commencé aussi à cibler les entreprises chinoises. Donc, et dans cette guerre économique, le droit est une arme qui ne coûte pas cher, en fait, mais qui a des effets dévastateurs. Mais ce n'est pas un peu les États-Unis seuls contre tout le monde? Bah, c'est un peu ça, mais maintenant il faut que les autres pays s'arment avec des armes qui sont pas seulement défensives, mais parfois offensives, pour rétablir un équilibre. Je vais donner un exemple. Il y a 25 ans, les États-Unis avaient aussi mis des amendes extrêmement importantes aux entreprises européennes pour entente, pour cartel. Ensuite, les Européens avaient aussi mis des amendes extrêmement importantes aux entreprises américaines. Et ensuite, il y a eu un équilibre qui s'est fait, et maintenant, en fait, les États-Unis s'occupent de leurs propres entreprises et les Européens s'occupent de leurs propres entreprises. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas continuer à accepter cette dominance du droit américain qui s'impose à l'ensemble de la planète. Comment voyez-vous, par exemple, dans 10 ans, est-ce que ça va changer le monde actuellement que nous vivons? En tout cas, je pense que ça va pas s'atténuer. Ça ne va pas s'atténuer. Je pense que chacun essaye de s'armer actuellement avec de nouvelles armes économiques, dont le droit. Lorsque vous êtes patron d'une entreprise, maintenant, lorsque vous êtes directeur juridique d'une entreprise, votre vie est extrêmement compliquée. Parce que lorsque vous allez en dehors de votre pays, vous avez une multitude de lois qui peuvent s'appliquer à une même transaction. Lorsque vous faites un contrat en Afrique, vous allez avoir la loi chinoise, la loi américaine, peut-être la loi française. On arrive dans un monde extrêmement complexe. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver un certain équilibre où chacun s'occupe de ses propres entreprises. Sinon, ça va être le chaos. Et y a-t-il une possibilité que les autres pays, l'Europe, la Chine, la Russie, le Japon, etc., se réunissent un peu, comment dirais-je, former un front uni contre Je pense que c'est important que les pays discutent. Mais en Europe, vous n'aurez pas l'Europe qui va discuter, parce que l'Europe est extrêmement fragmentée. Pas sur cette guerre économique mondiale? Elle existe, mais en tout cas, chaque pays a une relation bilatérale avec les États-Unis différente, et avec des intérêts différents. On ne peut pas parler d'une seule voix, là? Pour l'instant, on ne parle pas d'une seule voix en Europe. Pour l'instant, il y a des intérêts divergents. Donc, c'est certains pays européens qui vont être plus touchés, qui vont avoir la volonté de réagir, plus que d'autres. Ça va être très difficile d'avoir une unité européenne là-dessus. Donc moi, je pense plutôt que ça va être certains pays européens, la France, peut-être l'Allemagne, peut-être d'autres, qui vont avoir un intérêt à discuter avec d'autres pays qui sont touchés, le Brésil, la Chine, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité pour ces pays de se coordonner pour apporter une réponse et pour rétablir cet équilibre mondial. Oui, ça c'est très important. Vous savez, vous êtes venu pour votre livre en version chinoise. La version chinoise, vous savez, il y a un PDG très connu, Zheng Zhengfei, qui est le PDG de Huawei. Huawei est une société de télécommunications de 5e génération, la plus avancée du monde. Apparemment, lui, il lit votre livre. Et alors, votre voyage en Chine, quelles sont les réactions des lecteurs chinois?
Pour l'instant, j'ai un très très bon accueil en Chine. D'ailleurs, je remercie beaucoup le peuple chinois parce qu'à chaque fois que je vais dans des exhibitions, dans des ventes de livres, etc. J'étais à Shenzhen et aujourd'hui à Pékin et demain je vais à Shanghai. À chaque fois, j'ai un accueil extrêmement chaleureux des lecteurs. Parce que les lecteurs ont compris votre livre. Voilà. J'ai fait aussi des conférences dans les universités. J'aime beaucoup parler aux jeunes parce que je pense que c'est important pour les jeunes. Je le fais souvent en France et là j'étais très heureux de le faire par exemple hier ici à Pékin. C'est extrêmement important pour que les jeunes saisissent la complexité dans lequel ils vont, du monde dans lequel ils vont rentrer. Et donc voilà, je suis très très heureux d'être ici. Et en plus, comme j'ai habité ici pendant plusieurs années, je suis très content de revenir un peu en Chine. Et vous pensez que les jeunes Chinois ont compris ce que vous avez dit tout à l'heure? Le monde est entré dans une guerre économique mondiale. En tout cas, c'est ce que je comprends. En tout cas, il y a beaucoup de questions. À chaque fois que je fais ces conférences, les gens sont très curieux. Et c'est ça qui est important. C'est d'être curieux. C'est qu'il faut savoir. Il faut essayer de comprendre la complexité de ce monde. Et donc, si je peux apporter un certain éclairage via ce livre et ces conférences, voilà, c'est ma petite contribution. Oui. Vous savez, si votre livre a fait comme un grand carton en Chine, il est, je crois. Le chiffre que j'ai eu, c'est déjà 100 000 exemplaires vendus déjà. Parce que en Chine, il y a aussi une affaire, c'est-à-dire l'une des hautes fonctionnaires d'une société, Huawei, Meng Wanzhou, était arrêtée à la demande des États-Unis au Canada. Alors, les gens, inconsciemment, font une parallèle entre vous et Meng Wanzhou. Comment voyez-vous cette affaire de Meng Wanzhou? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est... déjà, je ne connais pas l'affaire Huawei dans le détail. Je connais les informations publiques comme tout le monde. Je pense qu'il y a une grande différence entre les deux, c'est que Alstom était coupable d'avoir fait de la corruption. Moi, en droit américain, j'étais coupable aussi. Alstom était coupable. Huawei, pour l'instant, personne n'a dit qu'ils étaient coupables. Il y a une mise en examen. Donc il y a une grosse différence là. Ensuite, par contre, il y a un parallèle. Ce qu'on peut voir, c'est que le département de justice utilise la même tactique vis-à-vis de Huawei qu'ils ont utilisé vis-à-vis d'Alstom, en mettant en examen ou en arrêtant quelqu'un qui est proche du patron de l'entreprise pour faire la pression sur l'entreprise. Donc là, c'est vraiment le parallèle qu'on peut voir avec l'affaire Huawei, effectivement. Et en plus, ce sont des activités stratégiques. Le nucléaire pour Alstom, la 5G pour Huawei. En fait, ça fait partie de cette guerre économique mondiale. À la fin, ma dernière question, ce sera un peu, comment dirais-je, vous pensez que les États-Unis puissent dominer le monde ainsi en permanence? Je pense que dans le futur, ça va être compliqué quand même, parce que la Chine est quand même à vocation de reprendre la place de leader mondial qu'elle a eu pendant des siècles et des siècles. Donc, je pense que ça va être une bagarre de titans, avec l'Europe au milieu. J'espère que l'Europe va tirer son épingle du jeu là-dedans. Moi, je suis pour un monde multipolaire et que chacun respecte les droits de chacun, et surtout que les meilleurs gagnent, et que les entreprises qui sont les meilleures dans certains domaines technologiques, avec les meilleurs produits, avec les meilleurs prix, puissent faire de la concurrence de manière équitable, et qu'on n'utilise pas bien sûr des moyens pour faire de la corruption, mais qu'on n'utilise pas non plus des excuses légales pour mettre de la pression sur les entreprises, comme ça a été le cas dans l'affaire Alstom. Bon, merci beaucoup, Monsieur Pierucci, surtout bon courage pour continuer votre combat, et ce livre a révélé tellement de choses qu'il va continuer, je crois, se faire parler de lui-même. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience. Et à la prochaine.